Salut et bienvenue à cette troisième partie du projet Bloc en V. Aujourd'hui, on va s'affairer à produire les rainures latéraux sur les blocs. Et on va le faire de trois façons différentes. Les trois vont être sur la fraiseuse, mais on va utiliser trois approches différentes. Et avant ça, on va faire un traçage pour définir l'emplacement de ces rainures-là. Mais avant ça, j'ai reçu plusieurs excellentes questions dans les commentaires de la dernière vidéo, la partie 2. Et j'aimerais prendre quelques minutes pour répondre à quelques-unes de ces questions-là. La première question est très simple et elle est: ne serait-il pas plus productif d'utiliser la fraiseuse pour équarrir les blocs plutôt que l'étau-limeur? Et la réponse est oui, définitivement. L'étau-limeur, ce n'est pas une machine très productive. Et c'est pour ça qu'on ne les voit plus aujourd'hui. Je veux dire, il n'y a plus d'étau-limeur fabriqués. À ce que je sache, je n'ai pas vu d'étau-limeur neuf depuis des années. Presque depuis le début de ma carrière, dans le fond. Fait que c'est des anciennes machines. En réalité, les étau-limeurs, c'est des dinosaures. Mais pourquoi est-ce qu'ils existent d'abord? Ils existent puisque c'est des machines qui sont très durables, c'est pour ça qu'il y en a encore autour. Et ils existent parce qu'ils étaient précurseurs aux fraiseuses, verticales définitivement et horizontales aussi. Parce que les fraiseuses horizontaux sont arrivées longtemps avant les fraiseuses verticaux. Ceci dit, ils prédatent tout ça parce que l'étau-limeur nous permet d'usiner de grandes surfaces de façon précise et c'est une machine qui ne requiert pas l'utilisation de roulement à billes ou roulement à rouleau. Et ça, c'est important à savoir parce que dans le temps, et c'est relativement récent qu'on puisse se procurer des roulements précis bon marché. Et évidemment, l'étau-limeur n'a pas de besoin. Des coussinets, c'est tout ce qu'ils ont besoin parce que le mouvement, il est linéaire et pas rotatif. C'est pour ça qu'ils existaient, parce que c'était la seule façon réelle d'usiner des surfaces de façon précise. Ils ont été remplacés, comme j'ai mentionné, par les fraiseuses horizontaux et ensuite les fraiseuses verticaux au fur et à mesure que la technologie a évolué et que les roulements sont devenus plus accessibles. Donc, on sait qu'ils n'ont plus de raison d'être. Dans l'atelier d'usinage maison, par contre, c'est intéressant à voir pour au moins deux raisons. La première, c'est qu'ils sont disponibles. Il y a beaucoup de vieilles machines qui traînent autour, qui sont relativement faciles à réparer et remettre en état. Et ces machines-là, la deuxième raison, peuvent couper d'énormes quantités de matériel avec un coût d'outillage très bas. Je veux dire, je ne peux pas avoir moins cher que ça pour couper. Un outil réaffûtable que je peux réaffûter fois après fois et couper fois après fois. Je veux dire, c'est très économique pour l'atelier maison. Ce ne sera jamais économique pour une situation industrielle parce qu'évidemment, en industrie, on est là pour faire de l'argent. Dans notre atelier maison, notre objectif, c'est de ne pas trop en dépenser. Fait qu'on voit l'utilité. La raison principale pourquoi je l'ai utilisé pour équarrir les blocs, c'est que plusieurs personnes m'avaient demandé de l'inclure dans une de mes vidéos, parce qu'on le voit traîner à l'arrière dans mes vidéos, mais je ne l'ai jamais utilisé sur caméra. Donc, ça, c'est ce qui motive l'utilisation. Par contre, je pense que c'est important de noter qu'il y a plusieurs petites choses que l'étau-limeur fait que la fraiseuse horizontale ou verticale ne peut pas faire. Puis quelques exemples seraient le taillage d'engrenage intérieur. L'action de coupe linéaire de l'étau-limeur nous permet de produire toutes sortes de formes complexes intérieures. Exemple, une rainure à clavette intérieure, une rainure dans un trou autrement dit. Un engrenage intérieur, un trou carré. Un outil rotatif de fraiseuse ne pourra jamais produire un trou qui est très carré. Il va toujours avoir des rayons dans les coins.
mais pas avec l'étau-limeur. Donc on peut voir que c'est quand même quelque chose d'intéressant pour un atelier maison, et comme j'ai dit, on peut souvent en trouver là, pour pas beaucoup d'argent. La deuxième question, elle a trait à la direction d'avance versus la direction de mouvement de la machine, l'action de coupe autrement dit. Et ça, on va y répondre là, à la machine même. Fait que dirigeons-nous vers la machine. La deuxième question a trait au moment de l'avance. Là, ce que je faisais moi quand je coupais ici, je coupais sur le mouvement avant de l'outil. Et alors que l'outil reculait ou revenait vers son point de départ et ne coupait pas, c'est à ce moment-là que la table avance. Je ne veux pas que la table bouge pendant l'action de coupe, mais seulement que sur le retour. Et c'est pour ça qu'on a un petit clapet ici pour éliminer toute possibilité de briser l'outil quand il s'indexe ou quand il bouge en revenant. Ça, c'est bien beau, mais quelqu'un a remarqué que je changeais la direction d'avance. Je coupais dans une direction et ensuite je coupais dans l'autre. Je faisais ça pour me sauver du crinquage et mon outil avait été affûté en conséquence. Mais j'ai oublié de mentionner que chaque fois que je changeais la direction de l'avance de la machine, j'ajustais l'avance pour changer également la direction le moment de l'avance lors de la coupe. Et pour ça, il va falloir qu'on regarde le côté ici. Là c'est serré, il n'y a pas grand place. On va amener la caméra proche puis on va essayer de regarder ça. Donc, venez-vous-en, on regarde ça. Et voilà le problème. J'ai un ajustement directionnel. Je peux aller dans un sens ou dans l'autre. Et maintenant, je vais le mettre en neutre. Et j'ai quelque chose ici, une rainure semi-circulaire, qui contrôle la quantité d'avance à chaque coup d'outil, mais aussi le moment de cette avance-là. Est-ce que ça va bouger la table lors de l'avance de l'outil de coupe ou lors de son retour? Ça, c'est bien beau, mais supposons que... on va se remettre là. OK. Là, je suis en plein centre de la rainure. Et ça veut dire qu'il n'y a aucune avance. J'ai beau engager l'avance, il n'y a rien qui va avancer ici. Par contre, si je vais sur un côté, puis là, je ne sais pas lequel est lequel là, à ce moment-ci, puis on va voir pourquoi dans quelques minutes, mais supposons que j'allais ici, sur ce côté-ci du point 0. On voit là que c'est inégal. Mais ça va déplacer la table sur, supposons que c'est sur le coup d'avance, OK, alors que l'outil avance dans la pièce. Et logiquement, si je vais de l'autre côté, même position, mais de l'autre côté du 0, la table va avancer sur le mouvement contraire. Donc, dans ce cas-ci, ça serait sur le retour de l'outil. Alors, si je coupe sur le mouvement avant de l'outil et que je bouge dans la direction ouest, et que j'ai ajusté ma machine pour que l'outil ou la table bouge sur le retour de l'outil, c'est ça que je veux, mais si je change la direction pour aller est au lieu d'ouest, je vais également changer le moment de l'avance. Le moment dans le sens de dire que dans une direction, je vais avancer sur le retour et dans l'autre direction, je vais avancer sur l'avancement de l'outil ou la coupe de l'outil. Et je ne veux pas ça. Là, ce que j'ai omis de montrer ou de mentionner dans la dernière vidéo, c'est que quand je change de direction, j'ajuste le moment de l'avance pour que la table bouge toujours sur le retour de l'outil. Ça, c'est crucial. Il aurait fallu que je le mentionne, mais heureusement, j'ai eu la question, ça m'a mis la puce à l'oreille, et j'ai pu l'expliquer parce que c'est quelque chose d'important. Bon, notre prochaine question a à faire avec le lousse qu'on a dans l'axe de coupe. Je veux dire, les glissières ici de la machine qui bouge l'outil, la partie qui bouge, il faut qu'il soit lousse un peu parce que tout le dessus glisse. Si c'était complètement serré, j'aurais pas de mouvement possible. Donc, il faut accepter qu'il y ait un petit peu de lousse.
Et ça veut dire qu'alors que je coupe, vers la fin de la course, l'outil est quelque peu plus bas que son point de départ parce que ça a tendance à aller vers le bas, surtout avec un peu d'usure sur la machine. Et c'est normal, parce que si c'était complètement serré et que je n'aurais pas de lousse, mais je ne serais pas capable de faire bouger l'outil. Fait qu'il faut accepter que certaines machines ne sont pas aussi précises que d'autres. Et ceci n'est pas une rectifieuse plane, c'est un étau-limeur. Là, moi, l'étau-limeur que j'ai ici est en bonne condition, puis honnêtement, elle est très précise. Fait que je peux travailler à peu près à 1 millième de pouce là, facilement. Mais ce n'est pas le cas pour la plupart des étaux-limeurs. Donc, il faut accepter que si vous réussissez à travailler en dedans de quelques millièmes de pouce, mais vous vous débrouillez très bien avec votre étau-limeur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger le problème si c'est vraiment prononcé? Mais si vous avez des ajustements sur vos glissières, comme cette machine-ci a, bien, vous pouvez les resserrer un petit peu, puis compenser pour le problème quelque peu, pas l'éliminer. Et le deuxième, c'est de toujours travailler le plus près de la colonne que possible. C'est sûr que lorsque l'outil s'étend loin de la colonne, le problème est amplifié. Fait que si vous faites des petits morceaux, arrangez-vous pour qu'il soit le plus près de la colonne possible et ça va réduire l'importance du lousse dans cette composante de machine. Bon, la prochaine question, on va aller s'asseoir à l'établi parce qu'honnêtement, j'ai mal à un pied, puis j'ai hâte de m'asseoir. Donc, on se revoit dans quelques secondes. La prochaine question a trait aux avances et vitesses de coupe. Donc, pour l'étau-limeur, les vitesses de coupe, ce n'est pas un gros problème. Il faut le calculer, mais pas de la façon qu'on calculait nos vitesses de rotation sur le tour ou sur la fraiseuse. Donc ici, c'est relativement simple et compliqué en même temps. Le calcul est simple, en tout cas. Les vitesses nous sont données pour différents matériaux en pieds-minutes. Là, en Europe ou dans d'autres pays, ça va être en mètres-minutes. Bon, moi je marche en pied, je m'excuse. Bon, vous êtes donné en pieds-minutes. Il faut estimer la longueur de chaque mouvement d'outil pour pouvoir définir en pieds-minutes à quelle vitesse que mon outil bouge, en se rappelant que l'outil ne coupe que la moitié du temps. Dans un cycle, elle avance et elle recule. Donc, dans le fond, c'est la moitié de ce qu'on constate, en fait, de vitesse. Okay? Là, si vous déplacez un certain nombre je veux dire, un demi-pied, supposons, mais là, vous pouvez regarder combien de coups par minute à laquelle la machine est réglée et calculer à partir de là le nombre de pieds par minute que vous allez vous déplacer, en vous rappelant que vous coupez seulement que la moitié du temps, donc ça va être la moitié de ce que vous calculez. Ça sonne compliqué parce que je l'explique sans doute très mal, mais c'est la base, c'est pas plus compliqué que ça. Par contre, l'avance est encore plus simple, parce que sur la fraiseuse, on se rappellera dans notre film sur les copeaux, vitesse et avance, qu'on avait regardé qu'il fallait multiplier le nombre de lèvres tranchantes sur une fraise par l'épaisseur du copeau que je veux produire, par la vitesse de rotation que j'avais calculée. Et ça me donnait une distance par minute que l'outil devait se déplacer pour avoir une avance telle. Bon, une coupe de telle épaisseur. Bon, ça c'est parfait. Sur l'étau-limeur, c'est beaucoup plus simple. Chaque coup donné, je vais avoir une avance d'une certaine distance. Il va falloir regarder votre machine. Dans mon cas, j'ai 3 vitesses dans un sens, 3 vitesses dans l'autre. Comme on vient juste de regarder, j'ai 2 moments différents pour que l'avance s'effectue. Bon, sur le mien, j'ai une coupe de finition intermédiaire et dégrossissage. Et ma finition se situe autour de 2 ou 3 millièmes de pouce par cycle, donc par coup, par coupe. Et mon intermédiaire autour de 6 ou 7, quelque chose du genre, millième par cycle, et mon dégrossissage un peu plus que ça. Donc, c'est aussi simple que ça. Il faut juste se rappeler qu'un outil à dégrossir n'est pas affûté nécessairement de la même façon qu'un outil de finition. Et ça aussi, vous pourrez aller voir dans la vidéo de vitesse de coupe
outil vitesse et avance là, pour voir comment ça peut changer pour une finition et pour un dégrossissage. Bon, je pense que... Oh non, une dernière question. J'avais mentionné dans la dernière vidéo qu'on ne doit pas utiliser un interrupteur d'urgence ou un circuit breaker en anglais. Je m'excuse, je ne me rappelle pas du nom en français, juste comme ça. Bon, mais on ne doit pas utiliser ça dans le panneau électrique, autrement dit, comme interrupteur pour la sécurité de la machine. Et je me suis fait poser la question pourquoi, mais en réalité, il y a deux raisons pour moi. En tout cas, il y en a sans doute autres. Un, c'est que ces interrupteurs d'urgence sur le panneau ne sont pas conçus pour être activés et désactivés 100 fois par jour. Ils ne sont pas designés de cette façon-là. Et c'est pour ça que je trouve que ce n'est pas une bonne idée de s'en servir. Un interrupteur normal, mais conçu pour ça. Deuxième raison, ce n'est un qui est pratique et sécuritaire. Là, l'interrupteur sur le panneau, l'interrupteur d'urgence, ne se situe pas toujours dans la même salle physiquement que la machine sur laquelle vous êtes en train de travailler. Et vous pouvez aller prendre une petite marche, puis aller éteindre l'interrupteur d'urgence, revenir travailler sur la machine et quelqu'un d'autre pourrait intervenir à ce moment-là sans que vous le sachiez et vous causer des réels problèmes. Fait que c'est à éviter, en tout cas à mon avis. Là, s'il y a des électriciens là, qui regardent, bien, vous pouvez dans les commentaires indiquer vos pensées sur la notion de est-ce que ces interrupteurs d'urgence sont circuit breakers, là, sont réellement conçus pour être activés souvent. Ceci dit, je pense qu'il est temps qu'on se dirige vers notre marbre, qui dans mon cas est en fonte, qu'on le nettoie un petit peu et qu'on se prépare à tracer nos lignes. Commençons par appliquer une fine couche de bleu de traçage sur les 4 surfaces qu'on va rainurer. Bon, bien, je suis prêt à tracer, mais regardons notre dessin. Pour constater que notre rainure commence à 0,4 pouces du bas de la pièce et qu'elle finit à 1,4 pouces. Ça m'indique que la hauteur de la rainure est de 1 pouce et que sa largeur, et je le vois ici, est de 350 millièmes de pouce. Ça, c'est les dimensions de la rainure et son positionnement après rectification, lorsque la pièce va être finie. Mais ces rainures-là ne sont pas rectifiées. Donc, je dois le positionner où il va finir par être. Et je sais que sur, exemple, mon gros bloc, j'ai laissé à peu près 30 millièmes. Je dis à peu près, mais en réalité, c'est 28 millièmes. Et ça veut dire que mon bloc en hauteur mesure 1,728 pouces. 1 pouce, 728. Ça veut dire que j'ai 14 millièmes de surdimension sur le dessous de la pièce et 14 millièmes de surdimension sur le dessus de la pièce. Ça veut dire que mon 0,4 pouces que je veux régler sur mon pied, mon trusquin à vernis, excusez, bien, ce ne sera pas 0,4 pouces, ça va être 0,414, 414 millièmes de pouce, parce que j'ai laissé 14 millièmes de plus sur le fond de la pièce. Bon, ça c'est merveilleux. Mon trusquin à vernier Starrett numéro 454, c'est un vieux trusquin, et puis il y a un problème. La pointe n'est pas décalée, et le plus bas que cette pointe-là peut arriver par rapport au marbre, c'est 1 pouce. D'ailleurs, l'échelle ne commence qu'à 1 pouce sur cet outil-là. Si je veux tracer une ligne en dessous d'1 pouce, et dans ce cas-ci, c'est 0,414, 414 millièmes, bien, ça ne fonctionnera pas. Mais un petit truc, c'est d'utiliser un bloc 1, 2, 3, donc 1 pouce, 2 pouces, 3 pouces, pour soulever la pièce que je veux tracer.
Et ça veut dire que je vais régler mon trusquin à vernis à 1 pouce, l'épaisseur du bloc de soutien, et 414 millièmes, donc 1 pouce 414. Je vais régler à ça et je vais tracer ma ligne sur les deux côtés du bloc. Mais là, il y a un truc, parce que dans le fond, ce bloc-là de soutien, ou de cale, ben, c'est un peu une bonne chose en réalité. Par hasard, ma rainure doit être 1 pouce de haut. Mon bloc en dessous ici, le soutien, mesure 1 pouce. Fait qu'une fois que j'aurai tracé ma première ligne, je n'aurai qu'à enlever le bloc 1, 2, 3 et je vais déjà être réglé pour tracer ma deuxième ligne. Là, je vais reprendre le même processus sur le plus petit des deux blocs. Par contre, sur le plus petit, j'ai laissé moins de matériel. J'ai seulement laissé 4 millièmes de pouce, donc 2 millièmes par côté. Donc sur le petit, le début de la rainure commence à 0.402, 402 millièmes au lieu du 414 sur le plus gros bloc. Mais le reste va être fait de la même façon. Regardons ça. Bon, tout ce qui reste à faire maintenant, c'est de tracer la ligne de la largeur de la rainure. Et je vois sur le dessin ici, la largeur d'après la vue de face du dessin, la largeur est de 350 millièmes de pouce. Je vais régler mon trusquin vernier à 1 pouce 350. Je vais déposer mon bloc sur mon bloc d'espacement de 1 pouce et je vais tracer ma ligne. Qu'est-ce qui arrive à la surdimension? Mais rappelez-vous, mes blocs mesuraient déjà 2 pouces. Je n'ai pas laissé de surdimension sur la largeur de la pièce ici de 2 pouces. Je vais donc tracer mes lignes directement au 350 indiqué sur le plan. Bon, voici mes rainures sont tous tracées. Alors, passons à la fraiseuse. Là, ces rainures ont une largeur, une hauteur et une profondeur. Il faut donc falloir avoir un étau vraiment bien aligné. Donc, première opération, aligner l'étau parallèle à l'axe longitudinal, ou si on aime mieux, l'axe de la table de la machine. Bon, ça c'est bien. Là, si vous voulez en savoir plus long sur l'alignement d'étau, on a une vidéo qui porte sur ce sujet-là. Et voici le titre. Vous pourrez la trouver sur ma page web, lazymachinist.com, ou à travers une recherche YouTube ou une recherche Google, comme vous voulez. Nous autres, ce qu'on a à faire maintenant, ça va être d'installer notre pièce dans l'étau sur des parallèles. Donc, regardons ça. J'aimerais avoir le côté de 414 millièmes de pouce sur mon bord. Bon, ma pièce est installée, mon étau est aligné et j'ai ma fraise de 3/4 de pouce d'installer dans la machine. Je suis donc prêt à commencer à couper. Mais j'ai mentionné qu'on était pour couper les rainures de 3 façons différentes.
Et c'est quoi ces façons-là? Bien, première façon, ça va être par coordonnées. Donc, on va établir des zéros ou un zéro, puis on va bouger d'après les chiffres indiqués sur les colliers micrométriques. Deuxième facette, ça, on va faire les deux côtés de ce bloc-ci de cette façon-là. Ensuite, on va passer au petit bloc. On va faire un côté en mesurant, mais sans utiliser les colliers micrométriques. Et le deuxième côté du petit bloc, mais on va le faire à l'œil seulement. Puis comme ça, on va pouvoir comparer les résultats obtenus là, pour chacune des trois méthodes. Là, il est important de dire que les trois méthodes vont commencer par la même activité, et ça, c'est le dégrossissage. Donc, je vais enlever un maximum de matériel ici sans venir toucher à ma ligne. Je veux laisser du matériel sur les trois surfaces de la rainure pour la finition précise. Mais pour tout de suite, tout ce que je veux faire, c'est enlever un maximum de matériel le plus rapidement possible. Et c'est pour ça que j'ai tracé les lignes. C'est une des raisons pourquoi je les ai tracées. Donc, très important, juste mentionner, une fois qu'on a fini le premier côté de ce bloc-ci, puis qu'on l'aura dégrossi, je vais tourner le bloc de bord, l'ébarber et le tourner. Important de ne pas le tourner dans l'axe longitudinal de ma machine, mais bien de le tourner dans l'axe transversal, comme ça, parce que je veux que le dessous de la pièce reste toujours sur ce côté-ci de l'étau, contre la mâchoire mobile. Pas tellement parce que ça c'est crucial, mais parce que la rainure n'est pas au centre du bloc. Ça, c'est important de ne pas tourner dans l'autre sens parce qu'on va être décalé. Bon, allons chercher nos lunettes de sécurité et commençons notre dégrossissage. Bon, on peut voir que j'ai laissé juste un petit peu de matériel dans chaque direction. Et ça va être juste assez pour la finition par coordonnées. Bon, cette première rainure, ben, elle est dégrossie. Là, il y a un temps pour dégrossir, puis il y a un temps pour finir. Puis avant de commencer à finir, ben, je pense que je vais dégrossir toutes mes autres rainures. Donc, je vais enlever mon bloc, je vais le nettoyer, je vais l'ébarber, je vais le tourner de bord et je vais dégrossir la deuxième rainure. Et ensuite, je vais faire la même chose pour le petit bloc. Je vais dégrossir les deux rainures. Et après ça, tout mon dégrossissage va être fini. Puis ensuite, je passerai à la finition. Puis puisque j'aime projeter où je m'en vais, bien, je sais que par le temps que je finis de dégrossir, je vais avoir le petit bloc dans l'étau. Et j'avais décidé de faire un des côtés du petit bloc à l'œil. Et c'est avec celui-là qu'on va commencer. On va donc le finir à l'œil. Ensuite, on va tourner ce bloc-là. On va finir le deuxième côté du petit bloc par mesure. Et ensuite, on va revenir à notre gros bloc. Puis on va finir nos deux rainures par coordonnées. Donc, on n'a pas besoin de regarder tout le dégrossage. C'est juste la même chose qui va se répéter, se répéter. Donc, on se retrouve dans quelques secondes pour la finition
d'une des deux rainures sur le petit bloc qu'on va finir à l'œil. Bon, ça c'était ma dernière coupe de dégrossissage sur la deuxième rainure du petit bloc. Et ça veut dire que toutes mes rainures ont été dégrossies. Mais ça veut dire aussi que cette rainure-là, c'est celle que je veux finir à l'œil. Et je ne me donnerai pas la peine de sortir le bloc de là, parce qu'il est déjà prêt à partir pour la finition. Fait que je vais juste essuyer ou dégager vite fait avec ma brosse pour que je puisse voir mes lignes. Là, il est important de noter que je vais finir aux lignes, mais il y a quand même une méthode. Je vais prendre une coupe de profondeur en premier et descendre en plein milieu de la rainure et produire ma profondeur. Ensuite, je vais revenir sans couper et venir couper ce côté-ci de la rainure, le bout de 400 millième. Sans mesurer, parce que celle-là, c'est à l'œil. Mais je vais le couper dans cet ordre-là, comme ça, quand je coupe ce côté-ci, je vais être avec un style conventionnel, donc fraisage conventionnel. Et quand j'arrive sur ce côté-ci, je vais aller sur l'autre bord pour finir la largeur de la rainure, et je vais revenir, donc être conventionnel sur l'autre côté aussi, qui va être dans le sens opposé. Bon, ben, fraisage en avalant, fraisage conventionnel. C'est quoi, puis pourquoi que c'est important? Sur la pièce qu'on est en train de produire, je disais que pour les côtés de la rainure, j'insistais pour maintenir un fraisage conventionnel. Bon, mais c'est quoi? Ça ici, j'ai deux exemples, deux outils qui sont des outils qui tournent ou en rotation en sens horaire, ok? Donc, les deux tournent dans le même sens, mais dans l'exemple-ci, j'ai une pièce qui avance contre la rotation de l'outil. L'outil qui coupe la pièce repousse la pièce en même temps qu'elle le coupe. La pièce avance à travers et la rotation pousse contre. Ça là, c'est une méthode qui n'est pas très efficace pour produire des copeaux. Pourquoi? Parce que le copeau, dans cet exemple-ci, commence mince et finit épais. Bon, ben, pourquoi? Ben, qu'est-ce que ça a à faire? Ben, si on se rappelle la formation des copeaux qu'on a vu dans notre vidéo sur la formation des copeaux, mais on se rappellera qu'il y avait 4 phases. On avait la pénétration, on avait la compression, on avait le fluage ou le glissement et on avait la séparation. Bien, cette méthode d'usinage classique, ok, ou conventionnelle, bien, elle commence avec rien. Elle a de la difficulté à se rendre à la phase compression parce qu'elle commence en frottant. Et ça, bien, ça fait un brunissage de la surface. Ça augmente la pression de coupe, ça réduit de beaucoup la qualité du fini qu'on peut obtenir avec le fraisage conventionnel. Fraisage en avalant, mais là, on a plusieurs atouts. On a une pièce qui avance dans le sens de rotation de l'outil, d'où le terme avalant, ok? Ou en remontant, c'est une autre façon de le dire. Pourquoi? Parce que l'outil veut monter sur la pièce. Bon, bien, ça c'est parfait, ça nous donne un meilleur fini, puis c'est jusqu'à 20% plus efficace, en fait, de force ou de puissance requis. Pourquoi? Parce que le copeau commence large et finit mince. Je n'ai pas de difficulté à partir mon copeau. Il va avoir une belle action de coupe jusqu'à la toute fin, donc pas de brunissage de la surface coupée. Donc, très avantageux. Mais pourquoi est-ce que j'insiste là d'utiliser la méthode conventionnelle? Ça, c'est pour une simple et bonne raison, et la plus importante raison. C'est que dans l'atelier maison, cette méthode-ci, le fraisage en avalant ou en remontant, bien, cette méthode-ci, elle est très dangereuse. Puisque l'outil tire dans le sens d'avance de la pièce, bien, le jeu de la vis-mère, elle est sur ce côté-ci de la pièce à ce moment-là, et la pièce peut être tirée à l'avant rapidement. Par combien? Bien, par le montant de jeu dans la vis-mère. Et ça peut causer des accidents. Tandis que le fraisage classique ici, l'outil pousse contre le sens de mouvement, le lousse est repris
continuellement. Et ça veut dire que la pièce ne peut pas sauter tout d'un coup vers l'avant et briser quelque chose. Donc, beaucoup moins efficace, moins beau fini, beaucoup plus sécuritaire. Meilleur fini, plus efficace, mais très dangereux. Là, pour utiliser la méthode en remontant ou en avalant, on a besoin de machines qui ont des appareils de reprise de jeu de la vis mère. Et en atelier maison, ben, on n'a juste pas ça. Donc, limitez-vous à fraisage classique. Et c'est ça qu'on fait ici. Pour nous autres, on a une petite rainure à finir. Bon, bien, cette rainure-là est complétée. Il me reste, et on l'a fait à l'œil. Il reste une rainure à faire sur l'autre côté ou à finir. Et celle-là, on va utiliser une technique que j'appelle par mesure. Et il reste deux rainures à compléter sur le gros bloc. Et ceux-là, on va les faire par coordonnées. Et c'est ça qu'on va être en train de faire dans notre prochaine vidéo. Mais ça, puis du perçage de trous, puis du taraudage. Donc, d'ici là, amusez-vous, soyez prudents et bon usinage.